Hello. Inutile, j'imagine, de faire le tour de tous les clichés, les idées reçues, les anecdotes, vraies ou fausses, que vous avez pu entendre à propos de Maurice Duplessis, là, le premier ministre qui a régné le plus longtemps dans l'histoire du Québec, soit de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959, au total 18 ans. Mais bel et bien de voir plutôt les années Duplessis, c'est-à-dire l'immédiat après-guerre jusqu'à la Révolution tranquille, une période généralement marquée par la prospérité, qu'on va voir d'abord sous l'angle économique, puis sous l'angle démographique avec le fameux baby boom, qui n'est pas moins rempli de clichés, et ensuite, bien sûr, en tant que tel, Duplessis, ses caractéristiques politiques, cet animal politique très adroit qui a réussi à miser sur plusieurs tableaux en même temps afin de se maintenir au pouvoir. Et enfin, les forces du changement, là, les fameuses forces de contestation qu'on retrouve notamment parmi les artistes, les intellectuels et les médias. Bon cours à tout le monde. D'abord et avant tout, d'un point de vue économique, c'est clair qu'on est en phase d'une longue période de prospérité. On a déjà vu ces grands cycles-là là, qui caractérisent l'histoire du capitalisme dans le monde et en particulier au Québec. Et on se retrouve aujourd'hui devant une période tout à fait significative et remarquable de croissance. En gros, à partir de 1936, l'économie est brutalement sortie de la crise et plongée en pleine prospérité, notamment à cause de l'importance des dépenses militaires. On a déjà vu ça suite au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, la croissance se poursuit de manière ininterrompue après la Seconde Guerre mondiale. Durant les années 50 et 60, elle tend à plafonner, mais c'est pour mieux assurer une forme de prospérité, de plein emploi, de diversification économique et notamment l'enrichissement de la classe moyenne. De toute façon, cette période de croissance va connaître une bref hiatus. Cette période de croissance va subitement s'accélérer. C'est la phase inflationniste qui entoure la crise de 1973, la hausse subite des prix des carburants, du pétrole notamment, qui va faire en sorte, bien sûr, qu'on va être plongé ensuite dans la récession pour le plus clair de la fin des années 1970 et 1980. En tout cas, les années Duplessis demeurent des années de forte croissance économique et aussi, surtout, c'est intéressant, de croissance du revenu pour la classe moyenne. On va voir ça immédiatement. Alors, ce tableau est très intéressant parce que malgré son apparente complexité, il nous permet de voir, en somme, le véritable pouvoir d'achat des salariés durant l'histoire du Québec. Effectivement, puisque les salaires augmentent, que les prix augmentent, il est parfois un peu difficile de s'y retrouver à propos du pouvoir d'achat. Ici, ce qu'on voit, c'est le lien relatif entre la hausse des salaires et la hausse des prix à la consommation. Et ce qu'on constate, c'est que la zone en vert correspond au gain des salariés sur les prix. En d'autres mots, une période difficile serait durant les années 1930, alors que les prix sont élevés, les salaires ne le sont pas. De la même manière, depuis 1980, dirions-nous, alors que les salaires suivent à peine la hausse des prix. Non, durant les années bénies, pourrions dire 40, 50 et 60, on assiste à un fort gain des salaires sur l'inflation. La ligne en vert ici vous permet notamment de voir que les salaires augmentent 40% plus vite que les prix à la consommation. Les prix ont beau augmenter, les salaires augmentent plus vite. Globalement, que pouvons-nous dire dans cette époque? Effectivement, si vous consultez vos grands-parents, ils vont vous dire, à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Oui, mais si vous grattez un petit peu, en règle générale, à la maison, ils pouvaient vivre avec un seul salaire, le salaire du père. Connaissez-vous beaucoup de familles aujourd'hui qui peuvent vivre avec 4, 5 enfants, avec une mère à la maison et un seul revenu, celui du père? C'était possible durant les années 40, 50, 60 à cause du gain des salaires sur les prix. De la même manière, on rappelle que dans l'histoire du Québec, c'est le moment où la plupart ont accédé à la propriété pour la première fois, achetant une maison familiale en banlieue. C'est le moment aussi, pour la plupart, c'est l'achat d'une toute première voiture de leur histoire, des vacances dans le sud, etc., etc. Alors, dans les circonstances, cette opulence-là, elle est tout à fait remarquable. Elle est basée sur, elle donne sa signature à cette période de prospérité qui peut se résumer à cette formule. Augmentation de la classe moyenne. La classe moyenne se démarque, elle sort de la classe ouvrière et accède pour la première fois à une certaine forme de prospérité, d'opulence, de confort. Donc, plus généralement, les facteurs qui expliquent cette croissance économique, on mentionnera bien sûr les ressources naturelles, les achats américains à l'époque reprennent vigueur, le fer du Nouveau-Québec en particulier est partiellement convoité.
On bâtit en quelques années seulement le port de Sept-Îles, de Port-Cartier, de Baie-Comeau, qui sont surtout chargés d'exporter le bois et le fer qui vient du Nouveau-Québec. Le fer du Nouveau-Québec vient de villes comme Fermont, Gagnon, Shefferville, où de grandes mines à ciel ouvert sont aménagées afin d'acheminer le minerai jusqu'au Grand Lac, où il va notamment servir, presque essentiellement en fait, aux usines d'automobiles du Michigan et en particulier de la ville de Détroit, qui produit des voitures à une vitesse frénétique dans l'après-guerre. C'est aussi l'essor donc des pâtes et papiers. On aménage de grands moulins à papier, en particulier à Trois-Rivières, à Shawinigan, à Baie-Comeau, je viens d'en parler, mais aussi à Saguenay, à Rimouski, à Rivière-du-Loup. Ces villes-là connaissent une grande prospérité autour de l'exploitation et de l'exportation des ressources naturelles. L'aluminium connaît un âge d'or. C'est l'âge d'or du couple hydroélectricité-aluminium, tandis qu'on construit des grands barrages hydroélectriques, encore une fois, sur le Saint-Maurice, en particulier dans le Haut-Saint-Maurice, Rapide-Blanc, La Tuque. On en construit aussi de nouveau à l'initiative de Hydro-Québec, créée en 1944, la Société d'État Hydro-Québec, qui n'a pas encore le monopole, là, mais qui existe quand même, lance de grands projets hydroélectriques sur la Côte-Nord, notamment à Bercimis, une initiative du gouvernement de Duplessis. Autour de ces usines hydroélectriques, bientôt s'agglutinent des usines d'électrométallurgie, de magnésium et aussi surtout d'aluminium à Saguenay, à Baie-Comeau. L'aluminium et l'hydroélectricité commandent de très hauts salaires, mais également d'aménagement d'importantes infrastructures. On pense bien sûr aux barrages, mais aussi aux piliers d'Hydro-Québec, l'aménagement de couloirs forestiers. De la même manière, les routes forestières sillonnent désormais le Québec, des voies de chemin de fer pour exporter le minerai de fer. Donc, l'exploitation des ressources naturelles entraîne un gigantesque chantier, notamment dans les régions du Québec, qui peut expliquer à lui seul la croissance économique notable à l'extérieur de Montréal. Les dépenses des gouvernements sont aussi au rendez-vous. En particulier du gouvernement fédéral, on le sait, le gouvernement Duplessis tente le plus possible de restreindre ses dépenses. Pour lui, le gouvernement ne doit pas intervenir dans l'économie. Mais en revanche, le gouvernement fédéral, lui, les gouvernements fédéraux de Lester B. Pearson, de William Lyon Mackenzie King, bientôt de Pierre Trudeau, vont bientôt dépenser des quantités fantastiques d'argent, notamment sous forme de pensions de vieillesse, d'allocations familiales, de prestations d'assurance chômage et diverses subventions à des entreprises, notamment pour stimuler certains domaines économiques. Ces dépenses des gouvernements ne vont aller bien sûr que croître jusqu'à nos jours, où ils ont perdu leur pouvoir économique. Mais à l'époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le rapport était d'autant plus important qu'on sortait d'une période de grosses dépenses gouvernementales dans le domaine militaire et qu'il était important de soutenir la conversion à une économie de paix et à soutenir la consommation. On pense par exemple à des prêts préférentiels pour acheter une première maison, ce qui va être très à la mode après la Seconde Guerre mondiale et qui a certainement contribué à relancer par exemple l'industrie de la construction. Parlons-en de la reprise de la construction qui est certainement l'élément vedette des années 1950-60. À jumeler au baby boom, la construction représente un immense apport, en particulier dans la région périphérique de Montréal. Comprenons-nous bien. Montréal, je l'ai déjà dit, s'est bâti en gros entre 1900 et 1930. Par la suite, Montréal va connaître un important répit pratiquement jusqu'aux années 60. En revanche, l'extérieur de Montréal, lui, va beaucoup se développer. On pense en particulier au nord de Montréal, Montréal-Nord, Annecy, Rivière-des-Prairies, mais aussi Ville-Saint-Laurent, connaissent un boom très, très important des années 50 et 60. De même, une bonne partie de la région de Laval, mais aussi sa rive sud, Longueuil, Boucherville et bientôt Brossard, surgissent de nulle part de terres autrefois consacrées à l'agriculture. La dernière fois que j'ai parlé d'agriculture, c'était pour vous dire combien elle profitait de l'essor de l'industrialisation pour sortir de la pauvreté. Vous vous souvenez, j'ai parlé de l'industrie laitière, en particulier la production de fromage et de beurre, qui permettent pour la première fois aux agriculteurs de reprendre contact avec le marché et de pouvoir vendre contre de l'argent une partie de leur production. Bien sûr que toute l'agriculture n'en profitera pas. L'agriculture qui va désormais s'en tirer, c'est surtout celle en périphérie de Montréal. Je vous propose cette petite capsule-là qui va nous permettre de situer un peu où en est l'agriculture québécoise à l'époque de Duplessis. Alors, cette infographie particulièrement riche permet de voir un peu, en somme, du milieu du 20e siècle jusqu'à nos jours, quelle trajectoire a suivi l'agriculture québécoise.
Donc, cette ferme-là qui existait en 1950, regardez-la bien, diversifiée, familiale, axée à la polyculture, un peu d'élevage, un peu de culture, un peu de jardinage. Cette ferme-là est devenue littéralement une usine rurale de nos jours, avec des employés salariés, d'immenses étables avec des animaux, des grands champs en monoculture, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Alors, le premier fait notable, bien sûr, c'est la diminution du nombre de fermes. S'il y avait autour de 150 000 fermes au Québec vers 1940, on n'en compte plus que 20 000 aujourd'hui, toutes concentrées dans la région de Montréal et surtout énormes. Parce que ces fermes-là sont beaucoup plus grandes. Regardez la superficie moyenne qui est passée de environ 50 hectares, c'est-à-dire à peu près, ma foi, 150 arpents, à plus de 110 hectares en moyenne, c'est-à-dire environ 500 arpents. Donc, de gigantesques fermes, de moins en moins nombreuses, de plus en plus contrôlées par des entreprises capitalistes qui emploient de la main-d'œuvre salariée et surtout qui recourent de plus en plus à la mécanisation. Donc, des données complexes à propos de l'usage du sol en particulier. Bon, premier fait notable qu'on note, c'est la baisse constante des superficies totales des fermes, c'est-à-dire l'ensemble des terres québécoises consacrées à l'agriculture. Ça s'écroule en particulier dans les années 50 et 60. On assiste à l'heure actuelle à une stabilisation et même à une légère hausse, étant donné la croissance des prix agricoles à l'échelle mondiale. Les terres en culture, c'est-à-dire celles qui sont consacrées en soi à l'agriculture, moins à la forêt, par exemple, ou à des surfaces en marécage. Donc, maximisation de l'espace consacré à l'agriculture. Les plantes fourragères, c'est-à-dire le foin et le trèfle, disparaissent. Elles diminuent sensiblement, notamment du fait de la baisse de l'élevage laitier. On va en reparler dans un instant. De même, les pâturages, ça, c'est l'écroulement. On parle vraiment des terres où les animaux vont paître. Aujourd'hui, dans votre région, je ne sais pas, peut-être voyez-vous des animaux parfois, des chevaux ou des vaches paître en plein air. En tout cas, c'est de moins en moins la norme. On le voit très clairement ici. Ce qui se développe, bien sûr, c'est essentiellement le maïs grain, notamment pour l'élevage porcin, et des plantes pour l'huile, notamment les oléagineux tels le soya. Les autres cultures sont stables. L'élevage, ben là, il y a des faits notables. Passons rapidement sur les moutons et l'agneau, qui est un marché de niche qui se développe tranquillement quand même. Les chevaux, dont la baisse est constante jusqu'à nos jours au point de pratiquement disparaître. La baisse sensible du nombre de vaches laitières. On est passé à près d'1 million en 1960 à moins de 300 000 têtes de nos jours, essentiellement à cause du fait que la consommation de lait a diminué, mais surtout l'abolition des quotas du lait. En revanche, croissance fulgurante de deux formes d'élevage. Le poulet d'abord, étant donné notamment les nouvelles règles de consommation, là, on mange, c'est devenu la grande protéine consommée le plus dans le monde au début du 21e siècle. Il est tout à fait normal qu'on passe maintenant à plus de 30 millions de poulets. Oui. De même manière, vous remarquez aussi le nombre de porcs qui a augmenté sensiblement. C'est notamment l'aménagement de grandes porcheries dans la région de Yamaska et dans la Naudière. En règle générale, que faut-il comprendre? Il faut comprendre que l'agriculture a fait face depuis plusieurs décennies à une déréglementation. C'est ce qui explique notamment la baisse de l'élevage laitier puis la hausse de l'élevage porcin. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte de plus en plus aux flux mondiaux où porc et poulet sont les protéines les plus demandées à l'échelle mondiale. L'autre phénomène notable aussi, c'est l'industrialisation des fermes et de l'élevage qui font en sorte que les pâturages disparaissent du fait de l'élevage intensif dans des étables où les animaux sont plus généralement nourris avec du maïs grain. Alors, ensuite, la valeur de la production, ben, on lit la même chose. Regardez, en 1970, la part de l'élevage laitier était prépondérante. C'était certainement la branche la plus rentable de l'agriculture au Québec, notamment du fait des subventions à la production agricole, les assurances agricoles, les prix garantis et toutes sortes de bonifications qui faisaient en sorte que les agriculteurs qui se consacraient à l'élevage laitier ont pu mieux passer à travers l'exode rural. Pour le reste, rien de significatif. Se détache à peine la culture du bœuf à l'époque, qui d'ailleurs va tendre à stabiliser, même à diminuer de nos jours. En revanche, depuis 2000, on assiste à la diminution très rapide de l'élevage laitier au profit
de l'élevage du porc, 18% de la production aujourd'hui. On note également la croissance de la production de volailles. Le grand facteur nouveau, c'est les céréales et les oléagineux. Ça, c'est-à-dire le colza, le canola et le soya en particulier. C'est des plantes qui servent essentiellement à faire des huiles végétales qui sont utilisées dans l'industrie et dans l'alimentation. On note une bonne nouvelle au moins. L'horticulture, les plantes potagères se développent, c'est-à-dire les légumes. C'est des marchés de niche comme le brocoli, les asperges dans certaines régions. Pour le reste, c'est surtout le phénomène de la diversification de l'agriculture québécoise. 17% occupés maintenant par d'autres cultures, notamment les fruits, les petits fruits en particulier, mais aussi la pomme. L'érable, les produits de l'érable connaissent une forte croissance et les autres formes d'élevage, qu'on pense par exemple au lama ou bien aux dindes ou à d'autres formes. Donc, à l'échelle du territoire, les surfaces cultivées sont pas du tout ce qu'on pense. On a souvent l'impression, du point de vue de Montréal, que l'agriculture, c'est un phénomène en région, c'est en Abitibi, c'est au Saguenay, c'est loin de chez nous. C'est pas du tout le cas. La réalité, c'est quand on regarde le pourcentage du territoire qui est consacré à l'agriculture de moins de 1% jusqu'à plus de 60%, ce qu'on constate, c'est que de manière massive, le Québec a renoncé à l'agriculture. En particulier dans des régions où il n'a jamais vraiment été pratiqué, c'est-à-dire dans le bouclier canadien. Dans la vallée du Saint-Laurent, sa répartition est très inégale. Et ce qu'on constate comme Montréalais, c'est que nous sommes en plein sur le seul jardin québécois. C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui encore est concentrée essentiellement dans la région de Montréal. Ça vous paraît contradictoire et paradoxal, c'est pourtant le cas. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de la banlieue, lorsqu'on construit des autoroutes et lorsqu'on aménage des stationnements, on s'en prend ensemble dans la région de Montréal à ce qui reste des dernières terres agricoles québécoises. Effectivement, c'est sur la Rive-Sud en particulier que se concentrent les terres les plus productives, notamment dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Rémy, de Napierville et surtout en Montérégie autour de Saint-Hyacinthe. Là, on retrouve des pourcentages de superficie à plus de 60% consacrés à l'agriculture. C'est les derniers endroits où l'agriculture québécoise est demeurée rentable jusqu'à nos jours, en particulier pour l'élevage porcin et pour l'agriculture des céréales, notamment les maïs-grains. Dans la région de Québec, l'agriculture se maintient tant bien que mal, notamment pour la restauration, mais aussi la consommation locale, en particulier de pommes de terre. Ailleurs au Québec, c'est en voie de disparition. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a quand même une agriculture de niche, en particulier, encore une fois, pour les restaurations locales, le tourisme, notamment dans la région de Kamouraska et marginalement dans le Bas-Saint-Laurent. En ce qui a trait donc à l'aménagement du territoire, la grande vedette de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1945 à 1960, demeure le développement de la banlieue. Banlieue de Québec, autour de Charlesbourg, Sainte-Foy, Charny, Lévis, autour de Sherbrooke, de Trois-Rivières, mais très certainement, surtout autour de Montréal. Montréal, qui était d'une très, très grande densité, je vous le rappelle, qui vivait une crise du logement des années 30, va en particulier soulager une partie de sa population en développant des banlieues sur la Rive-Sud, à Laval. Or, ce développement-là, très rapide, va profondément marquer le territoire. On va aménager des autoroutes, de grands boulevards commerciaux, on va construire les premiers grands centres commerciaux, là, les centres d'achat, et tout ça dans une forme d'anarchie pas nécessairement très intéressante. Je vous propose un film bref documentaire de Radio-Canada, pas très long, mais qui montre comment, de manière débridée, on développe notamment certaines banlieues de Montréal, notamment à Laval, autour d'un boulevard très précis, le boulevard Labelle, qui traverse des quartiers à Laval tels que Chaumédé, Pont-Viau, Sainte-Rose. Le bon vieux libéralisme n'est pas mort. Qu'on se le dise et qu'on se rassure. Il se porte toujours très bien, merci, et vit triomphant à Laval, sur 2000 boulevard Curie-Labelle. 2000 de clinquants, de broches à foin, de contreplaqués, de marchands généraux, de submarines graisseux, 2000 de Papa Burger et de Kentucky Fried Chicken. La puissance, la richesse et le bonheur des Nord-Américains sont dus à l'initiative individuelle,
c'est le président Richard Nixon qui le disait récemment. Et l'initiative individuelle, c'est le boulevard Curie-Labelle. Là où triomphe la liberté la plus complète, là où aucune main bureaucratique ne vient ralentir l'élan créateur des pionniers du commerce, du troc et de la libre circulation de l'information publicitaire. Au royaume des gars aimables, on célèbre le muffler, le cigare, la root beer et le plastique. L'automobile est un monarque insatiable que la ville doit nourrir, chérir et pomponner. 26 stations-service, soit une à tous les 400 pieds. Des dizaines de garages, d'autopaths, de bodyworks, d'Automatic Transmission Repaired Here. Et même un salon de beauté de l'auto, ou si vous préférez, The Auto Beauty Shop, sont là pour satisfaire l'homme, extension de son carburateur. Et si l'homme carburateur est fatigué, épuisé par son interminable voyage de la banque au centre d'achat, du mini-golf à la compagnie de finance, de la compagnie de finance à la banque, l'hôtel est à 4 piastres et on n'a pas besoin de réserver. Elles sont presque toutes pareilles, ces banlieues, développées, harmonieusement planifiées à l'image du boulevard Curie-Labelle. Royaume privilégié des promoteurs d'autoroutes, des spéculateurs fonciers, des projets abeilles, des zonages imprécis et des expropriations payantes. L'homme carburateur tolère tout cela, semble-t-il. Et comme il ne peut cacher son petit terrain bien gazonné et son bungalow derrière des arbres, il les cache derrière les néons et les stations-service en faillite, comme si ce mur criard le protégeait du centre-ville inhumain qu'il voulait fuir. Car c'est bien connu, la banlieue est un milieu plus humain où la famille qui économise peut enfin s'épanouir loin de la ville monstrueuse. Boulevard Curie-Labelle a des frères un peu partout en banlieue. Et ils disent bien qu'une ville n'a pas besoin d'urbanistes, de rapports laids, de commissions Gendron ou de politique de développement pour fonctionner. Car ces rues fonctionnent, vendent, achètent, font rouler l'argent, créent des emplois, luttent contre le chômage, augmentent le produit national brut. Et c'est ça une économie qui marche, tout le monde le sait. Non, le développement d'un pays n'est pas fait par des fonctionnaires, comme le dirait le Curie-Labelle, mais bien par des hommes ambitieux, forts, courageux, individualistes, des hommes libres qui veulent se faire une place au soleil, pour eux, leur famille et leur automobile. Peut-être avez-vous trouvé ce portrait un peu sarcastique et ironique. En tout cas, c'est ce qui était diffusé à Radio-Canada au début des années 70. Mais au fond, que nous dit ce reportage? Essentiellement deux choses. La première, c'est que manifestement, l'après-guerre 1945 à au moins 1976 est dominée par l'expansion tout azimut de la banlieue, qui gruge abondamment les meilleures terres agricoles du Québec, on le veut un peu plus tôt, mais qui surtout est fait dans une totale anarchie. Les spéculateurs fonciers, l'aménagement du territoire se fait dans un désordre total. Tout ça afin effectivement de décloisonner Montréal, de permettre à la nouvelle classe ouvrière, qui est désormais enrichie, qui a mis de l'argent de côté, de s'acheter un premier bungalow à Laval, à Longueuil, à Saint-Hubert ou à Brossard. Ces bungalows, ces maisons-là sont desservies par des commerces de proximité, également placés dans la plus totale anarchie. Ça donne des artères comme le boulevard Taschereau à Longueuil, le boulevard Labelle ou le boulevard des Laurentides à Laval, mais aussi toutes sortes de boulevards qui vont marquer nos banlieues jusqu'à nos jours. Parce que la deuxième chose que nous dit ce film, c'est que ce Québec qui les étonne en 1970, nous y sommes habitués. Tout compte fait, vous avez vu des images qui ont 50 ans d'âge. Est-ce qu'elles vous ont paru si anciennes, si démodées? Selon moi, non. Et en fait,
si vous baladez encore en banlieue, il y a un bon nombre de municipalités qui offrent encore ce genre d'aménagement du territoire, qu'on peut aimer ou pas. Mais ce qui est sûr, autant on a pu dire que Montréal a été faite en 1900-1930, autant on peut dire que la banlieue a été faite entre 1950 et 1980 environ, et je garde jusqu'à nos jours ces traits caractéristiques de cette époque. L'autre phénomène notable qui explique la croissance économique, c'est certainement la société de consommation. On vient de parler de l'essor immobilier, la construction de bungalows, ce qui est important. Hein? Ça permet pour la première fois à ce peuple, qu'on a longtemps dit un peuple de locataires qui vivait dans des 2,5 à Montréal, d'accéder à la propriété pour une première fois. Là. Ça veut dire une maison qui vous appartient, une hypothèque avec une entrée de garage, une pelouse à tondre, une maison à repeindre. Tous ces aménagements-là qui vont marquer les banlieues montréalaises sont la preuve que la classe ouvrière s'est enrichie et que ce peuple-là a accédé à la propriété. Le deuxième, la corollaire, c'est la gestion d'une première voiture. On s'aperçoit vite que ces nouvelles villes-là sont inaccessibles par le transport en commun, le tramway en particulier, ce qui fait qu'on va développer le réseau autoroutier et acheter des voitures. Mais le phénomène, selon moi, le plus important, celui qui va le profondément marquer la culture, c'est l'essor des électroménagers. Les électroménagers, d'abord, c'est parce que ce sont des investissements importants. Là. Si vous regardez les prix dans les journaux à l'époque, les prix sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Là, un téléviseur coûtait entre 4 et 600 $ à l'époque, comme aujourd'hui. Des réfrigérateurs près de 700 $, etc. Donc, c'était énorme compte tenu des salaires de l'époque. C'était donc ce qu'on appelle des biens durables, pour lesquels parfois même on empruntait à la banque. Donc, outre le rapport économique essentiel, c'est que ça change complètement la vie, notamment à l'intérieur de la famille et notamment du point de vue de la mère, de la femme. J'y reviens dans un instant. Prenons juste simplement le vaisseau amiral, pourrais-je dire, de ces électroménagers. À tout seigneur, tout honneur, la télévision. 10% des Québécois, les familles québécoises ont un téléviseur en 1953. Ça peut vous paraître pas beaucoup, mais c'est quand même significatif puisqu'il n'y a toujours pas de station qui diffuse de la télévision au Canada. Effectivement, ceux qui ont un téléviseur en 1953 écoutent soit de la neige à l'écran, soit ils réussissent à capter les postes américains qu'on diffuse depuis Plattsburgh ou Burlington aux États-Unis. Autrement, la télévision va être longtemps un monopole d'État. Durant toutes les années 50, il ne faut pas l'oublier, il n'y a qu'une seule station de télévision, c'est Radio-Canada qui diffuse. C'est que l'État canadien, en l'occurrence, aura jugé que la télévision est à ce point un outil puissant et peut-être même dangereux, qu'il serait délicat de le confier à l'entreprise privée. On a donc, Radio-Canada bénéficiait donc d'un monopole. On diffusait à l'époque du théâtre, du cinéma de répertoire et de la musique classique, accessoirement la soirée du hockey, je vous l'accorde. Mais pour l'essentiel, il va falloir attendre les années 1960 et l'essor de ce qu'on appelle Télémétropole, puis le réseau TVA, pour que d'autres types de contenus télévisuels fassent leur apparition. On pense aux quiz, aux téléromans, aux spectacles de variété. En tout cas, demandez-vous pas ce qu'il y a en dessous du sapin de Noël pendant les années 1950. En 1960, 88% des foyers québécois ont désormais au moins un téléviseur, ce qui fait en sorte que c'est le grand phénomène de société des années 50, hors de tout doute. La télévision détrône les autres biens de consommation et s'installe à demeure désormais dans le salon, qui était jusque-là consacré à la conversation, à la radio, accessoirement au piano. Désormais, il y a un joueur prépondérant dans le salon et il va y demeurer pratiquement jusqu'au 21e siècle. La conquête du monde fut sans obstacle et la multiplication d'appareils presque miraculeuse. En quelques années, la télévision s'installa partout. Pas un salon ne résista. Moins de 15 ans plus tard, les statistiques sont révélatrices. 1,82 appareils par habitant. La télévision s'était vraiment infiltrée partout. Very much. But not tonight. No, not.
L'avenir de la télévision était assuré. Tout allait bien. Tout allait vraiment bien. En réalité, l'apport des électroménagers n'a rien de futile, là, et va changer considérablement la vie des Québécois et des Québécoises. À preuve, imaginez seulement l'apport que peut constituer la machine à laver dans la vie des femmes. On serait simplement la vie des femmes. Dans une famille ouvrière où souvent les vêtements étaient rares, on avait qu'un ou deux ensembles à porter. Souvent, on travaillait dans les usines. Les femmes devaient, les mères en particulier, devaient consacrer souvent 1 heure, voire jusqu'à 3 heures par soir, tous les soirs, à laver à la main des vêtements souillés, autant ceux des enfants que du mari qui travaillait en usine. La machine à laver réduit ce temps énormément, simplifiant la tâche de cette femme qui peut enfin souffler. De la même manière, si auparavant l'ensemble du chauffage de la cuisine se faisait avec des poêles au charbon, qui étaient longs à chauffer, qui étaient extrêmement salissants, qui produisaient une poussière dans la maison horrible, désormais, on n'a que des bons mots pour cette cuisinière électrique ou au gaz qui produit une chaleur rapide, efficace, sans souillure, sans suie sur les murs. Donc, pour les femmes, pour préparer les repas, un gain de temps énorme. De la même manière, le frigo. On pouvait se passer assez facilement de frigo par avant en utilisant les hangars ou des salles froides où la température arrivait tant bien que mal à rester autour de 10 degrés l'année longue, notamment en achetant de la glace qui était vendue par des vendeurs itinérants. Mais désormais, le frigo permet de passer directement des frigos du supermarché au frigo de la maison sans avoir à manutentionner ou à traiter quoi que ce soit. Encore une fois, un gigantesque gain de temps pour les femmes. Certains féministes ont même pu dire que les électroménagers, la cuisinière et la machine à laver en particulier ont davantage fait pour l'émancipation et la libération des femmes après la Seconde Guerre mondiale que le droit de vote ou l'obtention de droits juridiques, par exemple, tant elles ont changé leur vie et ont libéré de l'espace qu'elles ont pu mieux consacrer à leur propre épanouissement et éventuellement au travail à l'extérieur. Mais rien ne va libérer autant les mères que la télévision. Désormais, on a une gardienne instantanée au bout du fil où les enfants s'agglutinent dès que le poste est ouvert, et ça marche encore en 2021. Finalement, le dernier phénomène qui explique en gros la croissance remarquable de l'économie entre 1945 et 1960, c'est le baby boom lui-même, c'est-à-dire la croissance de la population, notamment de la natalité, qui fait en sorte que l'appareil de production doit s'adapter à ces nouveaux consommateurs, de très nombreux, qui ont des besoins spécifiques et qui vont amener toutes sortes d'aménagements d'infrastructures, mais aussi en ce qui a trait à la consommation, à la culture, etc., etc. On y revient dans un instant. Globalement, donc, on peut enfin dire que la conjoncture économique est très favorable. On a ici le taux d'intérêt qui était demandé par les banques lors des emprunts. On s'aperçoit qu'il était quand même élevé durant la crise et la guerre, qu'il va être extrêmement élevé à compter de 1970 et en particulier des années 1980, où le taux d'intérêt demandé par les banques pour acheter une maison ou une voiture peut atteindre à l'époque 22%, ce qui est un sommet historique. Non, décidément, dans l'après-guerre, notamment entre 1940 et 1960, la classe moyenne bénéficie de taux d'intérêt particulièrement bas, autour de 3%, qui font en sorte que la famille ouvrière peut désormais emprunter dans les banques, les caisses populaires, les sociétés de finances à des taux assez raisonnables pour s'acheter les tout nouveaux biens de consommation fournis par la société de consommation. Globalement, le Québec s'en tire bien durant cette période-là. On mentionne souvent que le Québec de Duplessis était pauvre, arriéré et axé sur l'agriculture. Rien de plus faux. En fait, selon même les standards d'aujourd'hui, il est beaucoup plus riche. Si on compare le Québec de Duplessis, c'est-à-dire celui de 1957, avec le reste du monde, on constate qu'il est dans la bonne moyenne. Ainsi, si on le compare à d'autres pays à l'époque, le Québec se situait entre le revenu moyen en Australie et en Suède. Le Québec est à l'époque à peine moins riche que la Suisse, beaucoup plus riche que la Grande-Bretagne ou les citoyens de l'Italie ou même du Japon. Ce qui montre que quand même, le Québec de Duplessis se taille une place enviable dans le palmarès des nations dont le revenu moyen par habitant est un des plus élevés dans le monde à son temps.